Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence en ligne organisée par Code & Play. Donc, Code & Play a été fondé il y a 3 ans par Nadine Kouzam. Et voilà, une des premières raisons qui ont fait que j'ai l'impression qu'on ne voit pas la présentation. Normalement, ça devrait être bon maintenant. Voilà. Donc, donc Nadine, en faisant ses études d'informatique, d'ingénieur en informatique, elle s'est rendue compte en fait que la pensée informatique n'est pas simple à aborder directement, en tout cas pour tous les étudiants et pour elle-même. Quand elle faisait ses études, elle se disait, tiens, c'est quand même une forme de langage et une façon de penser qu'il faut apprendre. Et elle s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne l'apprend pas plus tôt à l'école, notamment. Et donc, c'est ce premier constat-là qu'elle a fait. Et un autre constat, c'est qu'elle s'est dit, quand elle regardait autour d'elle-même dans l'auditoire, qu'elle était la seule fille de sa promotion, en fait. Et donc ça, c'est une autre question. Elle s'est dit, est-ce que peut-être, justement, si on apprend ça plus jeune, dès l'école primaire, on ne pourrait pas éviter un peu les stéréotypes qu'il y a dans la société et amener plus de filles à avoir envie de faire des études dans ce domaine-là et des métiers dans ce domaine-là. Donc ça, c'est la question. Et donc, elle a fondé Code & Play. On est maintenant plusieurs à travailler, à être très présents dans les écoles. Donc, on propose des initiations, on propose aussi toute une série de formations. Donc là, je mettrai juste après la petite présentation le lien en commentaire pour que vous puissiez vous inscrire à notre newsletter ou aller visiter sur notre site, voir un peu les différentes formations qu'on fait pour que vous puissiez, dans votre enseignement, intégrer cette éducation à l'informatique, à la pensée informatique. Alors, par contre, ce qu'on s'est dit, c'est que voilà, c'est d'un constat qu'elle a fait pendant ses études, et on est très attentif à cette question de la place des filles dans ce milieu-là, dans ce secteur-là, dans les branches liées à l'informatique. Et on s'est dit, mais voilà, on ne connaît pas si bien le sujet, il nous intéresse. Moi, personnellement, je suis très intéressée par toutes ces questions de stéréotypes des genres et de la place des femmes dans la société. Mais on s'est dit, est-ce qu'on n'imagine pas ça sans savoir? En fait, voilà, est-ce qu'à l'école primaire, c'est vraiment un endroit idéal pour faire ça? Est-ce qu'en effet, toutes les filles sont déjà prêtes à cet âge-là à apprendre ça? Ou est-ce qu'en fait, il n'y aurait quand même pas une dynamique qui s'installe déjà dans la classe à l'école primaire? Et donc, on s'est dit, pour trouver des réponses, voilà, on va un petit peu se renseigner, mais on va aussi se renseigner auprès de quelqu'un qui connaît bien le sujet. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer d'accueillir, je vais arrêter mon partage d'écran, d'accueillir Isabelle Collet, qui est informaticienne de formation, mais également enseignante-chercheuse. Voilà, je pense que... Voilà, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, je vais peut-être vous laisser alors terminer de présenter un petit peu ce que vous faites. Et alors après, on pourra, voilà, quand vous êtes prête, partager votre écran avec la présentation. Parfait, alors on y va. Donc, je suis informaticienne de formation initiale, même si c'était il y a un moment. J'ai à peine travaillé malheureusement dans l'informatique parce que je suis arrivée sur le marché de l'emploi. Il y avait 2 circonstances qui se sont synchronisées, si l'on peut dire. C'est d'une part, c'était une des rares crises informatiques que la France a connues. C'était en 91 et je n'ai pas trouvé de travail. Et j'ai d'autant plus pas trouvé de travail qu'à l'époque, j'étais une jeune femme mariée, donc probablement en capacité de faire quantité d'enfants, et mes employeurs ne m'ont pas trouvée très, très intéressante, très employable. C'est là que j'ai réalisé, vous allez me dire, c'était tard, hein, mais c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait des problèmes d'égalité entre les hommes et les femmes, parce que jusqu'à présent, je faisais partie des filles qui disaient « Oui, il n'y a pas beaucoup de filles en informatique, moi ça me va bien, j'aime bien être avec les garçons, je vois pas le problème, etc. etc. » Bon, évidemment, ne trouvant pas de boulot, j'ai commencé à avoir le problème. J'ai pas trouvé de boulot sympa en informatique, c'est-à-dire de boulot stable, payé correctement ou faire carrière, ce qui est complètement paradoxal. Donc, je suis partie en sciences de l'éducation et j'ai fait une thèse sur la masculinisation des études d'informatique. C'est-à-dire, quel est ce phénomène étonnant qui fait qu'il y ait si peu de femmes dans les études d'informatique. Alors, je suis devenue une sociologue très heureuse, mais j'aurais pu être une informaticienne très heureuse aussi. Je n'ai pas quitté l'informatique par dépit ou par désintérêt, hein, je l'ai quitté parce que je n'ai pas trouvé de boulot. Alors maintenant, je suis à l'Université de Genève. À l'Université de Genève, je forme tous les futurs enseignants-enseignantes à la pédagogie de l'égalité, et à Genève, c'est une formation qui est obligatoire et évaluée. Alors, je ne forme pas exclusivement les enseignants d'informatique, même si je le fais aussi. Je ne leur parle pas exclusivement de sciences ou d'informatique, même si je le fais aussi. Je leur parle pédagogie de l'égalité, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui,
davantage orienté numérique, mais vous allez voir, il y a un certain nombre de principes qui s'appliquent, que vous enseignez du français, de l'histoire ou du numérique. Alors, c'est à moi de partager mon écran. Voilà, ça fonctionne. Parfait. Ça fonctionne, mais pas chez moi, curieusement. Ouais. Oui, avec Zoom, parfois on ne sait plus quel écran Ouais. on partage. Attendez, je fais marche arrière, je reviens. Oui. J'avais une meilleure solution tout à l'heure que j'ai trouvé plus sympa. On reprend, je repartage l'écran. C'est pas mieux du tout. Bon, ça fait rien. L'essentiel, c'est que vous voyez mon écran, tout va bien. Voilà. Sinon, je peux la prendre moi éventuellement. Non, non, ça va, ça va. Ça Moi, je suis ma présentation. Ah, voilà. L'essentiel, c'est que Ah, mais vous... là, on ne la voit pas, par contre. Ah là, vous ne la voyez pas. Ouais, c'est ça. Et là, Ou vous la alors, voyez. ouais. Donc, ça partage visiblement que l'écran et pas la présentation. Oui, ce qui n'était pas l'idée. Parce qu'en général, il y a les deux options, soit de partager l'écran, soit de partager le volet. En attendant, s'il y a des gens qui ont déjà des questions, n'hésitez pas. Bon, même si on n'a pas encore commencé, mais il y a peut-être des choses. Et alors, je vais vous mettre j'ai préparé un petit sondage pour voir aussi dans quelle année vous enseignez, si vous êtes Bon, vous en enseignant. pensez quoi cette fois? Voilà. Là, c'est parfait. Ah, bah voilà, on y va. C'est ce que j'avais tout à l'heure. C'est beaucoup mieux. Bien. Alors, donc la question, c'est comment on va présenter l'informatique, le numérique, ces questions-là aux jeunes filles, aux petites filles, aux femmes, pour faire en sorte que l'informatique, le numérique, soit plus attractive et leur donne envie de s'engager dans ces études ou dans ces métiers. Il y a une première orientation qui est prise, qu'on appelle une approche essentialiste ou différentialiste, qui part de l'idée qu'il y aurait une nature féminine et masculine, et ces natures seraient différentes. Ou si ce n'est pas une question de nature, ça s'est passé il y a tellement longtemps qu'aujourd'hui, les filles et les garçons sont devenus tellement différents qu'on ne peut plus leur faire de l'informatique de la même manière, on ne doit pas leur parler de la même chose. Donc, puisque garçons et filles ont des goûts tellement différents, on va essayer d'attirer les filles en valorisant des caractéristiques associées à la féminité. Alors en général, la grâce, l'élégance, la douceur, le sens artistique, l'intuition. On va utiliser des items supposés être en lien avec la féminité, les cosmétiques, le patinage artistique, les licornes. Bon. Et puis alors la masculinité, elle sera associée à la puissance, au goût pour la compétition, à l'agressivité, à la rationalité, à la relation aux objets, à la recherche d'un pouvoir sur la nature et sur les personnes. Alors ça donne quoi en termes d'informatique? Ça donne, vous voyez, ce genre de choses. Alors, Lisa Barbie informaticienne. Alors, on va dire pourquoi pas hein, Barbie. Alors, Barbie, certes, un symbole d'une certaine féminité. Barbie, on l'habille, elle est dans un univers plutôt où elle se fait belle, on va dire. Mais c'est vrai que depuis un certain temps, Mattel tente de donner une image de femme active avec Barbie, même si on part d'un peu loin, et donc il y a une Barbie informaticienne qui a un ordinateur rose, un téléphone rose, des lunettes roses, hein, parce que les informaticiennes sont supposées avoir toutes des lunettes. Et puis on pouvait acheter avec le livre de Barbie qui s'appelait « Je peux être une informaticienne ». Et là on voit qu'en gros le naturel revient au galop, parce que quand on lit Barbie informaticienne, enfin « Je peux être informaticienne », on s'aperçoit que Barbie explique que non, elle ne code pas vraiment, hein, elle fait le design des jeux vidéo. Et puis après, elle va avoir un virus sur sa clé USB. Comme elle est un peu sotte, elle va mettre sa clé USB dans différents ordinateurs, donc elle va infecter différents ordinateurs. Et heureusement, ce sont ses amis hommes, Steven et je ne sais plus quel est le nom de l'autre, qui vont la dépanner pour qu'elle puisse finir. Donc en fait, le livre de Barbie informaticienne nous explique en fait qu'elle ne peut pas être informaticienne. Donc ça, c'est la version la plus caricaturale des choses, mais
Ça se décline de différentes façons. Là, à gauche, vous avez une image qui est pour attirer des filles à des ateliers pour découvrir Internet et la programmation web. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un ordinateur rose avec des étoiles qui jaillissent, des filles qui papotent au téléphone, qui sont en robe avec des petits rubans roses dans les cheveux. Et en fait, pour comprendre pourquoi ça ne marche pas de repeindre la science en rose ou de repeindre l'informatique en rose, ça se voit très bien, on comprend très bien avec l'image qui est en bas à gauche, avec les deux planisphères. Donc, vous auriez pensé peut-être que quand vous étiez petit et petite, vous aviez une planisphère pour tout le monde, normale, avec des terres marrons et des océans bleus. Bah, en fait, figurez-vous, vous aviez là la planisphère garçon, parce que depuis est apparue la planisphère pour filles, avec des océans en rose clair et des terres en rose foncé. Alors évidemment, c'est idiot. Et puis d'autre part, à partir du moment où l'objet pour fille est créé, parce qu'on l'a peint en rose, eh ben, l'objet pour tout le monde devient pour garçon. C'est-à-dire que si vous faites des activités trop girly, trop filles, trop orientées vers les stéréotypes des filles, tout le reste des activités deviennent pour garçons. Et en fait, vous créez deux sciences ou deux informatiques, une générale et probablement plus appliquée, en tout cas plus universelle, et une spécifique, qui est l'informatique pour filles, plus simple, plus particulière, et vous donnez le sentiment aux filles qu'elles peuvent faire de l'informatique, certes, mais la version pour filles de l'informatique. Donc, peindre l'informatique en rose pour attirer les filles, ça peut être séduisant parce qu'éventuellement, ça marche. Je veux dire, on envoie aux filles des signaux qui leur donnent le sentiment « c'est pour vous », et donc elles viennent, donc on peut avoir l'impression que ça marche, mais une bonne pratique, ça se mesure pas à l'applaudimètre. C'est pas parce qu'on a du monde qu'on a fait quelque chose de pratique et qui va transformer les représentations. Là, en fait, vous confortez les représentations quand vous faites ça, et vous faites une encoignure spécifique pour les filles. Donc, la science en rose, l'informatique en rose, on va éviter, on ne va pas le faire. Deuxième approche, une approche qu'on peut appeler socio-constructiviste, c'est-à-dire, on part de l'idée de départ, avec laquelle je suis parfaitement d'accord, les filles et les garçons sont socialisés différemment. Elles et ils vont construire des identités sexuées différentes. Et les stéréotypes vont amener les filles et les garçons à croire en l'existence d'une division sexuée des savoirs, c'est-à-dire par exemple les filles seraient plus adaptées à la communication aux langues étrangères et les garçons aux maths et à l'informatique. Alors quand on a cette approche-là, souvent on fait ensuite une sorte de recensement de manque du côté des filles. Elles ne seraient pas assez tout un tas de choses. Elles n'auraient pas assez confiance en elles n'auraient pas assez d'aptitude, elles n'auraient pas assez de connaissances du domaine, et tous ces manques les amèneraient à l'échec. Et donc, on va mettre en place des mesures qu'on appelle des mesures d'équité, qui vont permettre de faire ce rattrapage, c'est-à-dire de leur apporter ce qui leur manque, sans vraiment se demander pourquoi ça leur a manqué. Alors, on ne suppose pas que ça leur manque parce qu'elles ont un cerveau rose alors que les garçons ont un cerveau bleu, mais quand même, vous voyez, on ne va pas tout à fait à la source du problème. Alors, ces mesures socio-constructivistes, vous en avez là un certain nombre. C'est la lutte contre les stéréotypes, la mise en évidence de rôles modèles, du coaching ou du mentorat non mixte, des concours, des bourses, des prix non mixtes mettant les femmes en valeur, des réseaux féminins de grandes entreprises ou des formations ciblées sur des besoins jugés spécifiques dont les femmes auraient besoin. Alors, je ne vais surtout pas dire que ces mesures ne sont pas utiles. C'est-à-dire, ces mesures-là, dans un certain nombre de cas, c'est tout ce que, individuellement ou en tant que petite entité ou association, c'est tout ce qui est à notre portée. Et évidemment, ça va aider, ça va apporter un soutien à des femmes ou des filles prises dans un système qui, globalement, les désavantage. Donc, bien sûr, attention, ce sont des mesures qui sont utiles. Par contre, ce sont des mesures, d'une part, ont leurs limites et qui parfois ont des pièges. Alors, je vais vous en parler de deux un peu plus longuement. La première dont je vais vous parler, c'est les rôles modèles. Alors, les rôles modèles, c'est devenu extrêmement à la mode, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Alors, premièrement, il y a des rôles modèles qui ne marchent pas. C'est quand on va chercher des représentations de femmes très anciennes, par exemple décédées,
extraordinaires auxquelles les filles ne peuvent pas réellement s'identifier. Donc, allez, en sciences, le meilleur exemple, c'est Marie Curie. On dit, bien sûr, les femmes peuvent faire de la physique ou peuvent faire des sciences. Regardez, il y a Marie Curie. Ok, Marie Curie, c'est 2 prix Nobel. Comment se projeter dans quelqu'un qui a eu 2 prix Nobel? Sauf si on est déjà excellente en physique et qu'on rêve de devenir Marie Curie. Mais sinon, vous comprenez bien que c'est un modèle qui est extrêmement lointain. Parler de Marie Curie, c'est rendre hommage, enfin, c'est remettre à leur place les femmes dans les sciences. Et alors, en informatique, c'est parler, par exemple, d'Ada Lovelace, la première personne à avoir écrit un programme informatique, et d'autres dont je vous parlerai tout à l'heure. C'est important de montrer que l'histoire des sciences, et les sciences se sont construites historiquement avec des hommes et des femmes, même si c'est les femmes qu'on a tendance à oublier. Par contre, ça ne fait pas réellement des rôles modèles. Un autre travers, donc vous voyez, des rôles modèles inaccessibles, soit trop des personnalités écrasantes dans lesquelles on a du mal à se projeter, ou alors trop lointains. Ada Lovelace, c'est le milieu du 19e siècle. C'est compliqué de se projeter dans une femme du milieu du 19e siècle. Voilà. Un autre problème des rôles modèles, c'est que parfois, c'est l'action inoffensive que certaines structures, institutions, etc. vont mettre en œuvre parce que ça leur coûte rien en termes d'institutions. Vous voyez, si on met des photos de femmes dans le couloir pour dire « Oh, nous, on a mis les femmes en valeur », c'est peut-être aussi une solution pour éviter de regarder les femmes de l'institution. Est-ce qu'elles progressent en termes de carrière? Est-ce qu'on les met, elles, en valeur, ou est-ce qu'on se contente de femmes décédées du passé ou alors de femmes mondialement célèbres mais qui ne sont pas dans l'institution? Par contre, il y a des techniques de rôle modèle qui sont tout à fait intéressantes. C'est quand on permet à des jeunes filles ou des petites filles de rencontrer les femmes de l'étape juste après. Je veux dire par là, vous emmenez des... Alors, je connais mal la terminologie belge, mais vous allez devoir traduire... Bref, au secondaire 2, si vous amenez des étudiantes en informatique, voire des élèves du secondaire 2, vous voyez, c'est pas loin. Là, on peut se projeter. Si des étudiants informatiques rencontrent de jeunes informaticiennes, là aussi, on peut se projeter. Parce que c'est l'étape juste après. Si on est dans la formation continue ou des formations de raccrochage et que les personnes rencontrent des informaticiennes qui sortent de ces formations, qui sont en apprentissage et qui ne sont pas toutes, par exemple, des femmes surdiplômées, des femmes des catégories socio-professionnelles supérieures, des femmes blanches, bon, bah, c'est important d'avoir des rôles modèles qui nous ressemblent et dans lesquels on peut se projeter. Alors ensuite, l'autre question, l'autre point très à la mode et très important dont je vais vous parler, c'est la lutte contre les stéréotypes. Alors, la lutte contre les stéréotypes, d'abord, évidemment, c'est important. C'est-à-dire que savoir que les stéréotypes ne sont pas fondés en nature, c'est un prérequis aux actions égalité. C'est-à-dire si vous pensez que les filles ont structurellement un cerveau rose et que les maths et l'informatique, elles ne peuvent pas comprendre, bon, bah, effectivement, on laisse tomber, quoi. La première chose à attaquer, c'est ces stéréotypes qui diraient que par nature, les femmes seraient destinées à un certain nombre de choses, donc que par nature, les hommes sont destinés à être bien meilleurs qu'elles dans un certain nombre de choses. Donc évidemment, il faut les attaquer. Il faut les mettre en évidence déjà, parce que ce n'est pas évident de les reconnaître, et il faut les attaquer et montrer qu'ils ne sont pas fondés en nature. Ok, ça c'est la base. Mais ça ne suffit pas. Parce que malheureusement, être conscient ou consciente de l'existence d'un stéréotype n'annule pas sa menace. Alors, c'est quoi la menace du stéréotype? Ça se met en évidence, par exemple, en prenant deux groupes d'élèves. Vous proposez aux 2 groupes d'élèves une même tâche où il s'agit de recopier une figure géométrique. Et au premier groupe d'élèves, vous dites, on va faire un jeu de dessin, il faut recopier la figure. Et au deuxième groupe d'élèves, vous leur dites, on va faire un test de géométrie, il faut recopier la figure. C'est la même figure, c'est la même tâche, mais j'habille la tâche pas pareil. Dans un cas, je dis que c'est du dessin, donc une activité stéréotypée fille, et je dis que c'est un jeu, je ne mets pas de pression évaluative, et dans l'autre cas, je dis que c'est de la géométrie, une activité stéréotypée garçon, et en plus, je dis que c'est un test, donc je mets une pression évaluative. Bon, bah, dans ce cas-là, on s'aperçoit que les filles performent mieux quand elles pensent faire du dessin
que quand elles pensent faire des maths. Les garçons performent un peu mieux quand ils pensent faire des maths que du dessin, mais un peu. Mais c'est surtout chez les filles que la variation est visible. Et si vous demandez après à ces filles, est-ce que vous pensez qu'il existe une bosse des maths dans la tête des garçons, que les garçons sont naturellement meilleurs que les filles, qu'elles vous répondent oui ou qu'elles vous répondent non, n'a pas d'impact sur le fait qu'elles sont menacées par le stéréotype. C'est-à-dire elles peuvent être complètement persuadées qu'il n'y a pas d'écart de performance issue de la biologie les filles et les garçons, mais si avant vous activez le stéréotype, eh ben, leur performance diminue quand même. Parce que le simple fait de savoir que la société au global a tendance à penser que votre sexe est moins performant que l'autre sexe sur la tâche, vous impacte dans la réalisation de la tâche. Donc oui, bien sûr qu'il faut dire que les stéréotypes ne sont que des stéréotypes, mais penser qu'il suffira de le dire pour se débarrasser du problème, eh bien non, c'est une erreur, c'est un peu de la pensée magique, ça ne va pas suffire. Un autre problème, c'est que parfois, on a tendance à présenter les stéréotypes comme un héritage d'un passé inégalitaire dont on doit se débarrasser, et le futur sera donc bien plus égalitaire parce qu'on les aura tout déconstruits aujourd'hui, si vous voulez. Et parfois, il y a aussi un autre travers qui est de dire que tous ces stéréotypes, enfin, que le présent occidental serait le moment le plus égalitaire qui a jamais existé, et qui va le devenir de plus en plus parce que l'on va détruire les stéréotypes. Alors, ça ne marche pas du tout. Ça n'a aucune valeur ni géographique ni historique. Alors, ça n'a pas de valeur historique parce que quand on regarde l'histoire de l'informatique, on s'aperçoit qu'en programmation, les femmes étaient bien plus nombreuses aujourd'hui dans les années 70 ou 80. Dans les années 70 ou 80, on pouvait avoir en programmation spécifiquement près de la parité ou au moins 40% de femmes. Aujourd'hui, c'est plutôt 15%. Et ça n'a pas de sens géographiquement non plus, c'est-à-dire que actuellement, ce qu'on constate, c'est que dans les pays non occidentaux, mon exemple préféré, c'est la Malaisie, les femmes sont très nombreuses, voire majoritaires, dans la programmation et en informatique. En France, au niveau des études supérieures, école d'ingénieurs en informatique, heureusement qu'il y a des étudiantes non occidentales pour qu'il y ait un peu de mixité. Donc, vous voyez, c'est ni vrai géographiquement, ni vrai historiquement. En fait, l'erreur, c'est de penser que les stéréotypes sont la cause de l'inégalité. Ils sont la conséquence. C'est les sous-produits d'un système inégalitaire. C'est-à-dire, on a un système qui est foncièrement inégalitaire et on essaie de le justifier. On essaie de le justifier sans penser qu'il est inégalitaire. C'est que les stéréotypes servent à justifier le système en place. On va fonder en nature des différences qui sont purement construites et ça permet de fonder le système qui existe. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je me souviens d'une fois, je suis allée faire une conférence sur l'informatique à des profs de maths et d'informatique et il y a un prof de maths qui m'a dit « Ah ben, la solution pour attirer les filles en informatique, en maths, pardon, c'est de dire que les maths, c'est de l'intuition et de l'invention. Et comme l'intuition et l'invention, c'est plutôt supposé être du côté des filles, eh ben on va tirer les filles en maths. » Ben, je lui dis, si vous arrivez à faire croire que avant tout les maths, c'est de l'intuition et de l'invention, eh ben, l'intuition et l'invention vont devenir masculins. C'est-à-dire, les stéréotypes se refabriquent au fur et à mesure qu'on en a besoin pour justifier le système en place. Donc évidemment, il faut les exposer pour ce qu'ils sont. Par contre, ce qu'il faut attaquer, c'est le système qui produit les inégalités. Alors parfois, on vous dit aussi, les filles, elles s'autocensurent, elles s'autosélectionnent. Allez les filles, un peu de courage, faut y aller. C'est quoi cette histoire d'autocensure? Sérieusement. Si on fait la somme de comment se construit la socialisation des garçons et des filles, parce que les deux, évidemment, se construisent l'une par rapport à l'autre. Dès la naissance, on a des activités qui sont centrées sur des préoccupations socialement masculines et des contenus stéréotypés qui vont orienter davantage les garçons que les filles vers les sciences. Et on a un manque de modèles d'identification, c'est le pendant des rôles modèles dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un ensemble de représentations des sciences avec essentiellement des garçons et des hommes, et beaucoup moins, très peu, de femmes et de filles. De la petite enfance à l'université, on constate des procédures d'évaluation qui ont des biais de genre. C'est ce qui ressort, par exemple, de ce que je vous disais tout à l'heure avec mon dessin, selon qu'on dit c'est de la géométrie ou du dessin.
du sexisme, du harcèlement, une pression des pairs, un conformisme. Alors, si j'additionne tout ça à la fin, à la fin, ouais, on constate une perte de confiance en soi, un faible sentiment d'efficacité personnelle, un sentiment d'illégitimité de la part des filles, mais ce n'est pas de l'autocensure, c'est une censure sociale. C'est-à-dire, effectivement, tout à la fin, les femmes ou les filles peuvent dire peut-être que je ne suis pas naturellement douée, peut-être que ce n'est pas vraiment pour moi. Ou alors elles vont dire, vu l'énergie que je vais devoir déployer pour m'y faire une place, peut-être que ce serait plus économique pour moi d'aller vers cet autre domaine qui me plaît aussi. Et en tout cas, je serais mieux acceptée. Donc, ce n'est pas de l'autocensure, ni de l'autosélection, un manque de courage. C'est une censure sociale qui, dans un second temps, produit des discours qui sont de l'ordre de l'autocensure. Donc là encore, la question qu'on se pose, comme pour les stéréotypes, c'est est-ce que je combats les stéréotypes ou est-ce que je combats le système qui les génère? Est-ce que je renforce les femmes en leur disant courage ou est-ce que j'arrête la censure sociale? Alors effectivement, quand on est une toute petite structure, on attaque le bout que l'on peut. Renforcer les femmes, les encourager, lutter contre les stéréotypes. Quand on est une grosse structure, peut-être qu'on peut s'attaquer à la censure sociale. Et quand on a un enseignant ou une enseignante, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais vous montrer un petit schéma. Ça, parfois, on vous dit que c'est l'égalité. Et on vous dit, vous voyez, l'égalité, en fait, ça produit de l'inégalité. Non, ça n'a aucun sens. Il faut être sérieux. Ça, ce n'est pas l'égalité des chances. C'est ce qui est supposé faire notre école. Donner la même chance, mais à des gens qui sont parfaitement inégaux. Alors évidemment, vous voyez, vous donnez la même chose à des gens qui n'ont pas du tout besoin des mêmes choses, ça ne produit pas de l'égalité. Ça, c'est ce qu'on fait en cours quand on n'a pas conscience de l'existence de cette censure sociale. On pense donner la même chose à tous les élèves, qu'ils soient garçons ou filles, et les enseignants vous disent « Mais moi, je ne fais pas de différence entre les garçons et les filles. » Oui, ce n'est pas vous, elles étaient déjà là. Et si vous ne faites pas un effort compensatoire, eh ben, elles resteront là. Ça, c'est l'équité. L'équité, c'est vous mesurer la taille des inégalités et vous compensez. Et effectivement, ça produit l'égalité. Mais il y a un problème avec ça. Le problème, c'est que par exemple, à un moment, on va vous dire « Ah, on n'a plus de budget pour les caisses, c'est bête. » Et puis, depuis le temps qu'on leur amène des caisses, ils ne sont toujours pas capables de s'en passer, mais on fait de l'assistanat, on ne les aide pas en réalité. En fait, vous voyez bien que le problème, c'est que si vous amenez des caisses, c'est-à-dire si vous faites de l'équité, si vous compensez, mais que vous n'enlevez pas ce qui génère l'inégalité, vous faites ça sans arrêt. Alors, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire et que ça ne servait à rien. Si c'est notre seul moyen d'agir, évidemment, c'est mieux que rien, mais il faut bien avoir conscience qu'on en aura continuellement, on en aura toujours besoin. Et le jour où on vous coupe le budget, eh ben, on n'a pas résolu le problème. Là, vous résolvez le problème. Parce que le problème, ce n'est pas avoir ou pas avoir de caisse, c'est enlever le mur, c'est enlever la censure sociale. Et là, peu importe si on vous coupe le budget, une fois que vous avez réussi à lever la censure sociale, et ben voilà, là, on a vraiment produit l'égalité. Alors, comment on enlève la censure sociale quand on est un enseignant ou une enseignante? Alors, voilà, ça, c'est ce que j'enseigne à mes enseignants et enseignantes à Genève, la toile de l'égalité. Et je leur dis en substance, alors je ne vous la fais pas en détail, hein, j'ai 30 heures pour faire ça, donc vous imaginez bien que là, je vais vous la faire en compact. En gros, je leur dis, voilà, vous imprégnez de toutes les boîtes de cette toile de l'égalité, vous l'avalez, et puis ensuite, vous la faites spontanément quand vous êtes en cours. Mais évidemment, si au moment où vous faites cours, vous réfléchissez à cette boîte, non, vous n'en sortez pas. Il faut l'intégrer avant, il faut comprendre ce qu'elle veut dire, et ensuite, quand vous êtes en cours, à chaque fois que les élèves ou vous-même, vous êtes en train de toucher à quelque chose qui se trouve sur ce schéma, vous vous en souvenez et vous adaptez vos pratiques. Alors, je vais vous montrer un mauvais exemple d'abord, parce que, en fait, c'est une très bonne solution de voir l'importance quand on a un mauvais exemple. Alors, un exemple, à partir de quelque chose qu'on fait très souvent en primaire, c'est de demander aux élèves, d'apprendre à des élèves à programmer des robots. L'idée, dans ce cas-là, c'est d'avoir un pouvoir sur le savoir. C'est-à-dire, on démythifie l'informatique, les robots, on crée du savoir et on le crée tous ensemble avec les élèves. Donc, en soi, ça semble être une très bonne idée. Alors, voilà comment on m'a raconté une mise en place de programmation de robots. L'équipe est arrivée avec 2 robots différents, le robot voiture et le robot coccinelle. Évidemment, les garçons se sont précipités sur les robots voitures dès qu'il est apparu.
Les filles ont pris le robot coccinelle en disant que ça leur allait très bien, mais oui, en même temps, elles n'ont pas complètement eu le choix. Accessoirement, si un garçon avait voulu le robot coccinelle, étant donné que tous les garçons se jetaient sur les voitures, c'était super difficile à dire, sans se faire moquer, de éventuellement demander le robot coccinelle. Donc en gros, là, on arrive avec des poupées et des camions. Hein. C'est un camion et une coccinelle, mais c'est un peu pareil. Donc ensuite, on me raconte la mise en place et on conclut par c'est très bien passé. Alors, quand même, comme je vois un peu venir le piège, je lève la main dans la présentation et je dis, mais en termes de savoir et d'acquisition de compétences, tout s'est bien passé, ça, j'en doute pas. Chez les filles et les garçons, aucun problème. Mais en termes de rapport au savoir, est-ce que les filles et les garçons ont pu construire un même rapport au savoir? Ont-ils eu le même sentiment d'efficacité avec leur robot? Et là, on m'explique que les filles, de toute façon, n'ont aucun problème avec l'informatique. Ce à quoi je réponds, j'en doute pas, vu que je suis informaticienne, mais c'est pas ça ma question. Donc, on me raconte un peu le dispositif et on me dit, ben, pour avoir la paix, parce que les garçons étaient un peu bruyants, les filles se sont mis à part avec leur coccinelle, elles l'ont programmé en autonomie et elles ont tout à fait réussi comme pour les garçons. Et donc ça, vous appelez très bien passé. Alors voilà ce qui s'est passé dans ce truc qui soi-disant s'est très bien passé. Premièrement, les filles apprennent que pour avoir la paix, il faut qu'elles se mettent à l'écart des garçons, que ce sont les garçons qui sont légitimes dans la création du savoir, c'est eux que l'on va mettre en avant, c'est eux que l'on va valoriser, et qu'elles, elles peuvent tout à fait s'amuser avec leur coccinelle du moment qu'elles n'embêtent personne, parce qu'elles ont réussi en autonomie, comprendre, elles se sont débrouillées toutes seules. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas un climat favorable à l'apprentissage, on n'a pas démystifié le savoir pour les filles, vu qu'elles ont dû le fabriquer un peu en secret. Une coopération à l'intérieur du groupe des filles, mais pas à l'intérieur du groupe classe. On n'a pas incité à la prise de parole. On n'a pas valorisé l'expérience, puisque finalement, ce que les filles avaient fabriqué, puisque c'était bon, ben, on l'a laissé de côté, ça n'a jamais été remis au milieu, et il n'y a eu aucune répartition des prises de parole. Donc là, vous voyez, on a une activité qui, à l'origine, était supposée bien marcher, mais qui, en réalité, elle rate tout un tas d'éléments de la toile de l'égalité. Donc, ce n'est pas ce qu'il faut faire. On va faire l'inverse. Par exemple, dévoiler l'omission des groupes dominés. Ada Byron, dont je vous parlais tout à l'heure, comtesse de Lovelace, première personne à écrire un programme informatique, une jeune femme de 20 ans. Donc, je ne la présente pas pour que ce soit un rôle modèle, hein. Je la présente pour montrer qu'à l'origine de l'informatique, à l'origine de quelque chose super utile en informatique, qui est la boucle, qui est une des toutes premières choses qu'on apprend quand on apprend à programmer, eh ben, c'est cette jeune femme. Le bug. Voici le premier bug qui était coincé dans un relais du gros ordinateur que vous voyez là à droite. Là, on est à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Cette personne, c'est Grace Hopper. Alors, non seulement elle a utilisé et popularisé le terme de bug, terme que maintenant tout le monde connaît, par ailleurs, elle a inventé la compilation. Dès qu'on voit un peu plus loin en informatique, on apprend ce que c'est la compilation, et elle a compilé le programme COBOL, qui est quand même le premier langage d'informatique de gestion. Et ces jeunes femmes-là, c'est des mathématiciennes, des modèles du téléphone ou des standardistes. Et là, qu'est-ce qu'elles font? Elles programment. Alors évidemment, à l'époque, on était très très près de la machine. Là encore, on est juste après la guerre. Les programmeuses de l'ENIAC, les toutes premières programmeuses de cet énorme ordinateur, ce sont ces 6 femmes. Et puis là, on arrive dans le présent, ou presque. Margaret Hamilton, 1969, première personne à porter le titre de Software Engineer et qui a permis de poser le module Apollo sur la Lune. Et puis à droite, Cathy Bowman, qui a dirigé l'équipe qui a fait la première représentation du trou noir. Donc des informaticiennes, des codeuses, il y en a tout le temps. Je reviens à ma toile de l'égalité. Employons une langue inclusive. Ça vaut le coup. C'est pénible. Ok. C'est pas beau. Soit, on s'en moque. Ça vaut le coup. Et je vais vous montrer pourquoi ça vaut le coup. Effectivement, dire les étudiants, les étudiantes, les enseignants, les enseignantes, ça prend plus de temps. Alors, j'ai un collègue à l'université de Fribourg qui s'appelle Marc Gigax, qui s'occupe de psycholinguistique et de psychologie sociale, et il fait ce genre de test. Vous voyez, il prend une phrase neutre. Les musiciens sortirent de la cafétéria à cause du temps. Une des femmes avait un parapluie, ou à cause du temps, un des hommes avait un parapluie. Et il demande aux gens, est-ce que la deuxième phrase est une suite plausible pour la première phrase? Donc il le fait avec musicien, qui est neutre,
esthéticien, qui est stéréotypé féminin, et mécanicien, qui est stéréotypé masculin. Alors évidemment, la deuxième phrase est une suite possible pour la première dans tous les cas, vu qu'on apprend que les collectifs pluriels peuvent contenir du masculin et du féminin. Donc, les musiciens sortir de la cafétéria à cause du temps nuageux, une des femmes avait un parapluie, c'est possible. Un des hommes, c'est possible. C'est possible dans tous les cas. Qu'en pensent les gens? Alors, on leur demande de répondre très vite. Ça, c'est le pendant avec l'anglais, pour que vous voyez l'importance dans la langue française de genrée. En anglais, on ne marque pas le masculin et le féminin. On s'aperçoit que seulement le stéréotype agit. C'est en anglais, les esthéticiens et esthéticiennes, on pense qu'une des femmes avait un parapluie, est plus probable qu'un des hommes avait un parapluie. Quand c'est mécanicien, c'est l'inverse. Et quand c'est musicien, il y a autant de personnes qui pensent qu'un des hommes ou une des femmes avait un parapluie et une suite possible. Ça, c'est en anglais qui ne genre pas le pluriel. Et ça, c'est en français. Quel que soit le cas, esthéticien, musicien, mécanicien, eh ben, une des femmes avait un parapluie, on a moins tendance à penser que c'est possible. C'est-à-dire, non, les filles ne se sentent pas inclus dans un pluriel mixte au masculin. Les informaticiens, il y a des femmes dedans? Non. Les esthéticiens? Non plus. C'est-à-dire que ça vaut vraiment la peine d'avoir à l'oral une langue inclusive. Les informaticiens et les informaticiennes, les femmes et les hommes, ça vaut la peine si vous voulez que les femmes se sentent concernées parce que, involontairement, on n'a pas l'impression que les femmes sont incluses dans des masculins soi-disant neutres. Allez, je reviens à ma toile. C'est faire travailler les jeunes, et on peut le faire dès très jeunes, au biais genré de l'informatique. Là, ce que je vise, non, excusez-moi, ploum. Là, ce que je vise, voilà, c'est éduquer à l'égalité. C'est-à-dire être capable de détecter les biais de genre et éventuellement d'avoir envie de les rectifier. Alors, je vous montre quelques assistants virtuels. Léa peut vous aider. Inès répond à vos questions 24/24, 7 jours sur 7. Laura, ma conseillère virtuelle. Émilie, votre conseillère. C'est que des femmes. Elles sont toutes brunes, elles sont toutes minces, elles sont toutes blanches. Et non, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que on suppose que les brunes sont plus compétentes que les blondes et donc elles vont mieux vous aider. Et puis on a l'habitude d'avoir des femmes assistantes indéfiniment à votre service. Par contre, Prosper, conseiller financier, ah bah là c'est un homme. Et donc on peut dire aux filles, vous avez envie de laisser perdurer ça? Moi j'ai pas envie que ça dure. J'ai pas envie qu'on est déjà dans un monde stéréotypé. Et là on est en train de redoubler un monde encore plus stéréotypé en faisant un univers virtuel qui, à la limite, caricature, en le stéréotypant davantage l'univers réel. Eh bien, si on venait, nous les filles, programmer un autre univers virtuel. Une des dernières productions, c'est sorti il y a 1 an à Las Vegas, au Grand de la Technique. Alors ça s'est appelé un peu pompeusement humain artificiel. Bon, ce n'est pas du tout des humains artificiels. Hein. Dans le monde du jeu vidéo, on est tout à fait capable de faire ce genre de rendu depuis très longtemps. Et donc, Néon, qui a fait ces soi-disant humains artificiels, a été très fier de dire on a représenté toute la diversité humaine. Alors qu'il y a des hommes et des femmes, c'est vrai. Il y a différentes ethnicités. OK. Qu'est-ce qui manque? Ben, voyez-vous, il n'y a aucune femme qui me ressemble, moi. C'est-à-dire, il n'y a pas de femme avec des cheveux blancs. Il n'y a pas de femme de 50 ans. Et il n'y a personne en surpoids. Ben non, on n'a pas représenté toute la diversité humaine. Ils sont tous beaux. On a même, vous voyez, des personnes un peu gender fluid, parce que c'est devenu, ça fait moderne. Par contre, non, on n'a toujours pas le droit d'être une femme qui est un peu âgée. On n'a toujours pas le droit d'être en surpoids. Donc là encore, quand on vous montre ça, si vous ne voyez pas le problème, et moi je le montre à des amphis avec des personnes qui me ressemblent plutôt plus à moi que à ces personnes sur l'écran, ça veut dire qu'on a tellement l'habitude d'être effacé qu'on ne se rend même plus compte qu'on n'est plus là. Donc voilà, ça c'est cette toile. Je vous remets une dernière fois la toile de l'égalité et je vais m'arrêter là.
Je vous ai mis des petites flèches sur ce qui me semble extrêmement important à mettre en œuvre. Une chose dont je ne vous ai pas parlé, mais c'est vrai, quelle que soit la discipline, faire attention à la répartition des prises de parole et inciter à la prise de parole de la part des filles. Si on touche à rien, en général, on a une répartition de 2 tiers à 1 tiers, c'est-à-dire 2 fois plus de prise de parole de la part des garçons que de la part des filles. Je n'ai pas dit tous les garçons prennent la parole 2 fois plus. En général, c'est un petit groupe de garçons qui tentent d'aspirer l'énergie de votre cours et qui parlent beaucoup, qui éventuellement iront interrompre les filles, ou quand elles réfléchiront en on leur pique la parole. Non, il faut faire très attention à ce que tout le monde puisse prendre la parole, s'exprimer et aménager éventuellement la dynamique de sa classe en évitant les cours dialogués, c'est-à-dire les cours où on pose des questions à la classe et puis la classe répond, même éventuellement en levant le doigt. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est les garçons, comment ils lèvent le doigt. Moi, 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 moi. Et ensuite, quand ils ont la parole, des fois, ils disent, c'était quoi la question? Non, parce que l'enjeu, c'est de prendre la parole, vous voyez. Les cours dialogués, c'est un peu une compétition à la prise de parole. Faire des groupes, travailler, ça va d'ailleurs instaurer la coopération. Et ensuite, choisir un porte-parole pour le groupe, qui n'est pas toujours le même ou la même, et qui aura son temps de parole préservé, c'est aussi une façon de redonner la parole à des personnes qui la prennent peu, et par exemple aux filles, et c'est particulièrement intéressant dans les domaines où elles ne se sentent pas légitimes. Alors évidemment, je pourrais vous parler très très longtemps sur comment activer la toile de l'égalité et faire une formation inclusive, mais simplement en vous disant, je réfléchis à ces différents éléments. J'y réfléchis en pensant bien que j'ai des garçons et des filles, et que dans le domaine de l'informatique, les garçons se sentent plus légitimes que les filles, et dans la prise de parole en général, et la manière d'occuper l'espace public, en général, les garçons vont plus de l'avant que les filles. Comment je peux redresser la barre pour qu'à l'échelle de ma classe, au moins, j'arrête la censure sociale. Vous voyez, j'abats le mur que je vous montrais tout à l'heure sur mes petits schémas. Voilà, je vous remercie. J'arrête de partager mon écran et je vous écoute. Voilà, bah oui, on va passer du coup à une petite séance questions-réponses. Alors pour tous ceux qui nous écoutent, donc vous pouvez mettre les questions dans l'onglet, le petit onglet en bas, questions et réponses. Si vous estimez que la question est peut-être un peu longue, vous pouvez aussi lever la main et alors je vous donne la parole. Voilà. Et le temps que vous écrivez ça, c'est bien, ça me rassure parce que, en tout cas, pour les activités qu'on fait avec Code & Play, personnellement, j'essaye de dire, voilà, quand je parle les informaticiens, les informaticiennes qui programment, etc. Donc ça, et franchement, ça prend pas de temps. C'est pas, je suis même contente à chaque fois que je le dis, ça me fait du bien. Et voilà. Et autre chose, les robots, nous on utilise des robots assez neutres. C'est une question vraiment qui a été mise dès le début. Voilà. Après, parfois, malheureusement, les fabricants amènent des évolutions, déjà toujours pour rendre ça fun et drôle, et souvent pour rendre ça plus masculin. Et donc ça, c'est parfois dommage, mais voilà, quand on cherche, il y a moyen de trouver. Et on a fait d'ailleurs un webinaire qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Je vais mettre le lien. Qui était sur les robots éducatifs en général. Bon, on n'a pas parlé de cette question-là en particulier, mais on a présenté tous ceux qui existent. Et du coup, maintenant, avec les clés qu'Isabelle nous a données, je vous laisserai choisir les bons peut-être en fonction de ça aussi. Voilà. Alors, je vois ici, il y a Victoria qui nous demande s'il existe un livre ou une formation qui détaille cette toile de l'égalité. S'il y a des gens qui veulent aller plus loin. Bon, sachant ici qu'on est en Belgique, je ne sais pas pour les livres. Mon prochain but, c'est de l'écrire. Mais j'ai mis sur le webinaire un lien vers l'article. Mais en fait, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais vous envoyer. L'article est à disposition sur mon site. Et donc, vous pouvez récupérer cette toile de l'égalité et l'article qui explique, voilà, qui présente les différentes boîtes. Par contre, je n'ai pas encore écrit en gros un manuel qui permettrait de le mettre en œuvre. Néanmoins, sur mon site aussi, vous avez un lien vers un tout petit livre que j'ai écrit pour mes étudiants et étudiantes à Genève, qui s'appelle j'ai oublié. Comprendre l'éducation qui peut aussi vous aider en la matière. En Belgique, je sais que maintenant, alors il y a un master genre interfacultaire entre les différentes universités wallonnes qui a été mis en place. Je sais que la formation des enseignants
et des enseignantes a fait de gros progrès en la matière. Et puis là, j'ai été invitée en mars prochain, si la situation sanitaire nous le permet, à venir parler de l'importance d'une formation au genre pour l'enseignement supérieur non universitaire. Donc, peu à peu, les choses s'installent. Du côté de l'Université des femmes à Bruxelles, vous pouvez aussi avoir des infos autour de ces questions-là. Et puis sinon, je vous dis sur mon site que… Voilà, ouais, je regardais sinon pour remettre le lien en hop, commentaire. Là, il y a une question plus pour le secondaire ici aussi. Est-ce que vous avez récolté aussi les témoignages, perceptions des filles dans les classes de secondaire par rapport à leur implication dans les domaines scientifiques? Est-ce qu'il y a eu des études de recherche vous-même ou d'autres par rapport voilà, à la perception des filles dans les classes du secondaire? voilà, je vous mets… Voilà, quand j'y suis, je vous mets… mon site et mon Twitter, voilà, comme ça. Et puis vous pouvez toujours me contacter si vous voulez que je vous envoie des éléments. Alors, par rapport au secondaire, alors oui, moi je travaille plutôt pour le coup avec le secondaire. Et puis là, il y a une… alors vous savez, la difficulté, c'est qu'on a de se dire, mes études datent de 2010, mes études datent de 2014. Peut-être ça a beaucoup changé. Alors là, il y a une étude, c'est pas moi qui l'ai faite, mais elle a été faite à Paris, dans des lycées de région parisienne, sur les filles de lycée, leur envie de faire ou pas de l'informatique et sur les enseignants. Et j'ai découvert, avec beaucoup de regrets, que mes études, mes propres recherches n'étaient absolument pas périmées. Là, pour le coup, j'aurais vraiment aimé m'apercevoir que mes articles étaient plus valables. Mais c'est-à-dire, on a encore énormément les filles qui disent « c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas, ça ne me tente pas », d'une part. Alors, pas je déteste, hein, attention, c'est pas la même chose. C'est pas mon premier choix. Peut-être je pourrais, mais quand même, je préfère. Et dans le je préfère, il y a en général des choses considérées comme d'ordinaire plus féminin. Donc, elles ne rejettent pas l'informatique, elles disent pas je déteste, j'en ferai jamais, hein, mais elles, visiblement, moi je l'interprète par, elles ne le connaissent pas suffisamment pour que ça puisse être attractif. Ça, c'est une première chose. Ce qu'on a vu aussi, et c'est beaucoup plus préoccupant, c'est des enseignants qui ont des réticences inconscientes à inciter les filles à aller vers l'informatique. Je dis bien des réticences inconscientes parce que je ne pense pas une seule seconde que c'était leur but. Mais par exemple, une présentation où les élèves devaient venir présenter une personnalité inspirante qui fait un métier qui les inspire. Bon, du rôle modèle, quoi, en quelque sorte. Et on s'aperçoit que systématiquement, chaque fois que les filles venaient présenter une personnalité qui avait une femme scientifique, l'enseignante avait insisté sur la difficulté qu'il y avait à réaliser ce métier. Alors que quand, par exemple, il y a un garçon qui avait présenté comme personnalité inspirante ou comme métier inspirant président de la République, on n'a pas insisté sur les difficultés à réaliser ce métier. Pourtant, moi, qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va dans cette voie. Ou des conseils en termes d'orientation pas très encourageants. Ouais, mais en même temps, tu es très très bonne en français. C'est-à-dire, en fait, les filles sont bonnes partout, elles sont éventuellement excellentes en langue ou en français, elles sont largement suffisamment bonnes pour pouvoir aller en sciences et techniques, mais comme par ailleurs, elles sont encore meilleures en français, on a tendance à dire, bon bah voilà, où tu es la meilleure. Non, c'est pas ça le truc en plus. Être la meilleure au niveau du lycée, ça ne veut pas dire grand-chose pour où on sera le ou la meilleure quand on sera dans l'enseignement supérieur. Donc en fait, des enseignants qui, de manière involontaire, et par manque de formation question genre, hein, évidemment, ne se rendent pas compte qu'ils ou elles sont décourageants et décourageantes des filières d'informatique, éventuellement, ils et elles ne connaissent pas beaucoup. Tout à fait. Et alors, ici, j'ai une question encore de Chloé qui dit « Bonjour, j'ai été enseignante de néerlandais pendant quelques années. Et alors, elle dit que les manuels de langue sont truffés de stéréotypes de genre. Donc, ce n'est pas évident de les pointer du doigt sans perdre du temps, qu'elle met bien entre guillemets. Parce que voilà, c'est sans doute pas une perte de temps, mais bon, la réalité est ce qu'elle est aussi. Et alors, elle dit « Bon, la seule option que je vois, c'est de carrément faire un cours de langue sur les stéréotypes. Ou de refaire les manuels soi-même. Hein, voilà,
voilà, ça prend sans doute encore plus de temps. Dans le premier cas, les cours seraient un one-shot. Dans le deuxième, c'est un travail colossal. Voilà, donc elle demande un petit peu si vous avez peut-être un conseil par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais tous les manuels, de langue et d'autres choses, sont truffés de stéréotypes. Dans une étude qui a été faite sur les manuels de maths et de sciences au lycée en France, le nombre de personnalités présentées qui étaient des femmes est ridicule. Et si on fait la même analyse sur les manuels d'apprentissage de la lecture, sur combien y a-t-il de personnalités scientifiques qui sont représentées, qui sont des femmes, enfin de personnes, pas de personnalités, c'est-à-dire de personnes en train de faire de la science, c'est 4%. Donc vous voyez, c'est complètement ridicule. Et des fois on nous dit, oui, mais on peut être autant d'hommes que de femmes en train de faire de la science. Non mais, autant, oulala, mais on est à 4%, vous voyez, si on double déjà, on est à 8%, vous voyez, ça reste complètement ridicule. Donc, tous les manuels d'histoire, c'est un drame, enfin bon, donc tous les manuels posent problème. Effectivement, les pointer du doigt, c'est compliqué parce que d'une part, on ne peut pas passer son temps à faire ça, et d'autre part, pour les élèves en difficulté, ils ne savent plus où ils sont. Ils sont en train, ils se concentrent sur le cours, puis soudain, vous faites un aparté en disant « Mais vous avez vu, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? On pourrait quand même en discuter parce que c'est sexiste. » Ah, alors on n'est plus en langue, on est en quoi? Et puis ensuite, on revient au cours de langue. Et en fait, ils ont du mal, didactiquement parlant, vous voyez, c'est compliqué. Refaire ces manuels, évidemment, ce n'est pas possible. Moi, je pense que votre meilleure solution, c'est effectivement de faire un one-shot, où vous sensibilisez à la question, et éventuellement, après, vous espérez que d'eux-mêmes, les élèves vous pointeront des trucs. Et puis, il y a des manuels qui sont moins pires que d'autres. C'est-à-dire que, heureusement, maintenant, alors, en Belgique, j'avoue que je ne les ai pas étudiés, je ne sais pas, mais en Suisse, comme en France, on arrive dans le lot à trouver des manuels où les concepteurs du manuel ont fait attention. Non seulement aux questions de sexe, mais aussi aux questions d'ethnicité. Les gens, ils ne sont pas tous blancs. En Suisse, on a une série de manuels en allemand qui s'appelle Glénial, où non seulement des garçons et des filles qui mènent l'histoire, il y a une des filles qui est très sportive, qui a les cheveux courts, qui est Angeline. Alors ouais, il y a des gamins qui ricanent en disant « Ah, elle, c'est la lesbienne ». Bon, ça fait rien. Ça veut dire qu'ils n'ont juste pas l'habitude de ne pas voir des filles sophistiquées avec des cheveux longs dans les manuels, et ça ne leur fait pas de mal. Alors ça commence à venir. Mais quand je vous disais, il faut changer l'institution et individuellement, c'est compliqué d'abattre le mur. Voilà, ça, c'est complètement un boulot qui est du côté de l'institution. Peut-être qu'à force de casser les pieds aux éditeurs et au ministère de l'Éducation nationale ou à l'instruction publique, en lui disant que c'est insupportable d'avoir des manuels qui ne sont pas en phase avec, a priori, les principes même de l'école, on peut peut-être espérer que des choses bougent. Ouais, c'est ça, peut-être aller voir soit les éditeurs, soit peut-être la direction de l'école. Enfin, je ne sais pas après dans quelle mesure les livres, vous les choisissez vous ou si c'est l'établissement. Mais voilà, ne pas tout gérer soi-même, ça c'est sûr. Non. Dans la toile de l'égalité, oui, voilà, on parle de dévoiler l'omission des groupes dominés. C'est quoi? C'est ce que j'ai montré quand j'ai parlé des informaticiennes oubliées. Ada Lovelace, Grace Hopper, les programmeuses de l'ENIAC. Moi, j'allais dans des formations d'informatique en France et je leur demandais, est-ce que vous savez qui a écrit le premier programme informatique? Parce que moi, je me souviens très bien de mon premier cours d'informatique en France. On me l'a commencé à Blaise Pascal. Et on m'a parlé d'absolument aucune femme de toute l'histoire de l'informatique. Dévoiler l'omission des groupes dominés, c'est mettre en avant le fait qu'on a complètement oublié des femmes de l'histoire des sciences. Le film qui s'est appelé Les figures de l'ombre, qui a montré des mathématiciennes et une informaticienne noire à la NASA, c'est complètement ce boulot-là qu'il fait. Il dévoile l'omission des groupes dominés. Alors, évidemment, moi j'entraîne mes étudiants et mes étudiantes avec cette toile et je leur demande de me présenter des activités qui sont en phase avec le programme d'études, donc qui sont insérés dans le programme et qui, accessoirement, adressent ces différentes boîtes de la toile de l'égalité. C'est-à-dire, par exemple, on peut tout à fait faire un exercice de grammaire dans lequel on va instaurer de la coopération dans un climat favorable et puis en même temps éduquer à l'égalité parce qu'on va se poser des questions sur le féminin et le masculin. Dévoiler l'omission des groupes dominés, moi je vous en ai parlé sur les questions d'hommes et de femmes, on peut aussi en parler
sur les questions de classe sociale. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, alors évidemment, il ne faut pas non plus que ça vous donne un boulot considérable, en plus du boulot que vous avez déjà, il faut être lucide. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon, ben, mon activité, comment je pourrais lui permettre d'adresser, ou comment au moment où je la fais, je vais faire attention à adresser un certain nombre de boîtes de cette toile de l'égalité. Valoriser l'expérience, par exemple. Alors là, je vous donne un exemple en termes de classe sociale, mais c'est intéressant aussi. On faisait de l'apprentissage de sciences avec des élèves de fin d'école primaire dans les quartiers populaires d'une grande ville en France. Et on demandait à ces élèves, est-ce qu'ils font de la science? Est-ce qu'ils sont des scientifiques? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que le week-end, ils font de la science? Et il y a un gamin qui dit que le week-end, il bricole une voiture ancienne avec son père. Mais c'est pas de la science. Il dit, moi, je suis un bricoleur. Non, c'est pas de la science. C'est-à-dire, il ne pouvait pas imaginer, il ne pouvait pas se représenter en tant que scientifique. C'était pas possible. Au mieux, il pouvait être un bricoleur. Mais un scientifique, c'est un gars dans un laboratoire avec une blouse blanche. Il est très, très intelligent. Donc, lui, il ne pouvait pas être un scientifique. Valoriser l'expérience, c'est de lui dire, bah oui, bien sûr que tu fais de la science. Et puis, en même temps, là, on va démystifier le savoir parce que non, le scientifique, il n'a pas uniquement une blouse blanche dans un laboratoire. Ouais, moi, je travaille dans l'éducation, la sensibilisation aux sciences depuis 10 ans. Et souvent, quand je vois même sur des sites ou dans les livres, c'est plus compliqué, mais sur des sites ou des choses comme ça, on représente toujours, quand on parle de ça, un petit Einstein avec des cheveux en pétard. Et ça, c'est le scientifique. Et moi, à chaque fois, je me permets d'envoyer un mail ou de mettre un commentaire. Voilà, et pour les questions de genre aussi, j'avais vu un jeu de programmation où c'était un prince qui allait sauver une princesse. J'ai envoyé un mail en disant, écoutez, aujourd'hui, c'est quand même plus possible. Donc voilà, ça peut être des petites choses qu'on peut faire aussi, je pense. Même si soi-même, on peut peut-être pas réinventer tout un cours, mais on peut peut-être semer des petites graines pour faire réfléchir les autres. Voilà, mais il n'y a plus d'autres questions. Alors j'aime bien cette remarque, arrêtez d'appeler les garçons mon champion et les filles ma belle, et malgré ma volonté c'est difficile, dit une personne. La semaine dernière, j'ai quelqu'un qui m'a dit, oh, moi j'appelle toutes les filles ma puce et tous les garçons mon grand. Voilà, c'est la même chose. Évidemment, on le fait de bonne volonté, et puis c'est sympa. Et puis ma puce, mon grand, bah ouais, évidemment, on est en train de transmettre quelque chose. Ouais. Ouais, tout à fait. On va faire attention à ce qu'on dit et voilà, on ne sait pas tout changer d'un coup, mais petit à petit être attentif et puis au bout d'un moment, on ne voit plus que ça presque. Et c'est important. Ouais. Ok, parfait. Je ne sais pas si c'était le mot de la fin pour vous, Isabelle. Ou ça me va. Parfait. Ok, très bien. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci pour cette invitation. Voilà. C'était très intéressant en tout cas. Et voilà, bonne chance à tous dans vos cours pour intégrer petit à petit tout ça. Et merci. Oui, j'ai appris beaucoup de choses, Isabelle. Merci beaucoup. Voilà, merci. Et tout le monde dit merci. Au revoir. Alors, je vais mettre fin à la conférence. Bonne soirée à tous et à toutes.